Bonjour Christian Casadi, vous êtes infirmier, animateur et réanimateur, expert volontaire pour Médecins sans vacances. Vous êtes actuellement en mission urgence et soins intensifs pendant une période de 15 jours à l'Institut médical évangélique de Kimpese dans la province du Bas-Congo qui se situe à plus ou moins 5-6 heures du sud de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu le contexte de la région, le contexte sanitaire de cette zone? Oui, bonjour Madame Alexandra. Je suis content de vous avoir en ligne maintenant et surtout pour cette interview. Précisément, comme vous l'avez dit, je suis à Limé Kimpese, c'est un NHGR dans la province du Congo central, dans le district de Cataract, et c'est le territoire de Songololo. La zone de santé s'appelle aussi Kimpese, c'est pourquoi l'hôpital prend le même nom, et c'est dans l'aire de santé de Imbala. Alors, généralement, ici, c'est une province trop proche de Kinshasa, la capitale. Les conditions sanitaires sont presque identiques avec la ville, la capitale, comme on peut le dire. Il n'y a pas trop de particularités, à moins que vous ayez d'autres informations à vouloir chercher. Christian, dans le cadre d'une mission pour Médecins sans vacances, quel est le rôle d'un infirmier? Quel est votre rôle? Oui. Dans le cadre des médecins sans vacances, l'infirmier a un rôle capital, d'ailleurs, parce que c'est lui qui accompagne les homologues d'abord, comme étant que missionnaire et expert des médecins sans vacances. Et surtout, les infirmiers ont un rôle très important dans la prise en charge des malades. Nous restons au chevet du malade pendant 24 heures sur 24, différemment des médecins. Je ne sais pas donner leurs détails, mais c'est surtout l'accompagnement des malades. On reste au chevet du malade 24 heures sur 24 pour donner les soins, savoir tout ce qu'il y a comme problème chez les malades, les transmettre aussi aux médecins et surtout trouver les solutions à tout problème que peut présenter le malade. Et en tant qu'expert médecin sans vacances, je viens dans l'accompagnement des homologues, dans des techniques, des pratiques et aussi surtout des renseignements avec des renforcements des capacités sur peut-être les manquants qui peuvent être chez les homologues infirmiers du milieu. Pourquoi le rôle ou la fonction d'infirmier est essentielle pour mener à bien une mission? Puisque vous travaillez en équipe, donc vous Oui. êtes un maillon de la chaîne. Pouvez-vous Oui. m'expliquer pourquoi c'est vraiment important qu'il y ait un infirmier ou une infirmière? C'est très important. C'est très important, comme je l'ai dit avant. C'est l'infirmier qui reste beaucoup plus près du malade. C'est l'infirmier qui est le vrai et le premier pratiquant. Juste après, avant d'ailleurs la consultation, l'infirmier reçoit le malade, l'installe, on le consulte, on prescrit ce qu'il faut prescrire et c'est l'infirmier qui doit exécuter ce qui est prescrit, qui doit faire aussi les suivis continus du patient en hospitalisation, qui doit accompagner les patients durant tout son séjour à l'hôpital jusqu'à sa sortie. C'est pourquoi tout ce temps qu'on passe près du malade est très important pour un infirmier d'accompagner les médecins en mission et montrer aussi aux homologues, soit travailler ensemble avec les homologues dans les pratiques, les suivis, la surveillance, les paramètres qu'il faut suivre, les séjours du malade à l'hôpital et surtout jusqu'à sa sortie. Pour faire ce métier d'infirmier, il faut quoi comme qualité ou comme valeur? Pour faire ce métier, il faut d'abord être de grand cœur, être trop empathique, être trop compatissant avec les malades, se mettre aussi à la place des autres et surtout celui qui souffre est un être vivant comme nous-mêmes. Alors, si vous n'avez pas un gros cœur, de supporter de faire des caprices, des refus de prendre des médicaments, les insultes et tout ce qui peut être comme trouble chez les malades, on ne sait pas les supporter. Il faut être vraiment trop patient, empathie et trop compatissant. Et il faut de la compassion, il faut de l'empathie
et surtout de la patience aussi dans tout ce que nous sommes en train de faire chez les malades. Et pourquoi c'est important pour vous de participer aux missions de Médecins sans vacances? Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez à faire une mission? Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. On est expert, on est sélectionné, c'est parce qu'on a un petit niveau. Et on nous envoie sur terrain pour aider aussi les autres qui n'ont pas peut-être ces niveaux à l'atteindre, de sorte à rentabiliser les chances de la prise en charge des malades à tous les niveaux, dans les mêmes conditions, avec les mêmes bases de connaissances. Là, c'est une très bonne chose avec les médecins sans vacances. Ils appuient, ils accompagnent les structures partenaires, comme on les appelle, et ces structures peuvent avoir un petit manquant, ou soit peuvent avoir un niveau peut-être moins par rapport aux attentes des malades. C'est la raison pour laquelle on nous envoie, nous, en mission, pour accompagner ces homologues qui sont sur le terrain à devenir aussi peut-être comme nous, atteindre notre niveau, de sorte qu'on soit tous au même niveau et qu'on sache prendre correctement les malades en charge selon les bons protocoles et selon les niveaux aussi et selon les cas. Et donc là, pour l'instant, vous êtes dans une mission urgence et soins intensifs. Quelles sont les connaissances ou les ajustements ou les gestes que vous avez transmis à vos homologues, vos confrères ou vos consoeurs? Nous avons transmis beaucoup de connaissances, mais tout se conforme à nos TDR, nos termes de référence. Oui. Comme maintenant nous sommes à Kimpese, c'est pour une mission des urgences. La synthèse par rapport à nos termes de référence, c'est d'abord accompagner les homologues dans la prise en charge de toutes sortes d'urgences, chocs communs, en utilisant les paramètres, les ABCD et des réanimations. Ça, c'est dans les termes de référence. C'est comme ça, à chaque fois que nous sommes sur le terrain, nous marchons selon les termes de référence. Comme présentement, aux urgences, c'est l'accueil du patient, la sélection du patient, les triages, et aussi examiner les patients selon les A, B, C, D et E des urgences et réanimations. En deuxième position, renforcer aussi les capacités de nos homologues dans l'utilisation des outils, soit des dossiers des malades aux urgences et aussi leur acheminement jusqu'à l'hospitalisation où les soins seront suivis. Je sais qu'un jour j'apprendrai aussi parce qu'on ne connaît pas tout. Depuis que vous faites ces missions, Oui. est-ce que vous pensez qu'il y a eu un impact? Est-ce que vous avez vu que ça a changé? Par exemple, bon, là, je sais que vous êtes en semaine 1, je pense, de mission, mais est-ce que vous pensez qu'il y a déjà quelque chose qui a changé dans le cadre du service ou pour le staff ou même pour les patients? Est-ce que vous voyez qu'il y a un impact déjà? Oui, il y a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup d'impact sur le terrain que nous avons déjà vu. Parce qu'après les passages, nous revenons aussi pour l'évaluation. On a appris beaucoup de choses. Nous accompagnons nos homologues avec les médecins sans vacances dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup d'impact. Et chaque fois que nous passons pour les évaluations, nous trouvons toujours des points positifs. Si je vais illustrer ça par un exemple, il y a des hôpitaux dans lesquels nous sommes allés qui n'avaient même pas de soins intensifs, qui pouvaient avoir des matériaux comme des respirateurs, des aspirateurs, des BIPAP, des CPAP non utilisés. Nous passons pour la première fois, nous évaluons, nous voyons l'état des matériels, nous nous mettons à les accompagner dans l'utilisation, malgré que la durée est un peu courte. Et à notre retour, nous avons la joie de voir qu'un malade qui pouvait mourir par manque d'être mis sous respirateur, on l'a mis sous respi et on l'a sauvé la vie. Un malade qui pouvait suffoquer avec une ventilation par rapport à un manque de ventilation, on trouve qu'on l'a mis sous BIPAP correctement, sous CPAP correctement, on utilise correctement l'usage de la ventilation et tous les principes possibles et ça fait un peu de la joie. Dans le cadre d'une mission, est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation
où vous n'aviez pas le matériel adéquat ou peut-être matériel en panne ou que vous n'aviez pas le staff à niveau, comme vous disiez tout à l'heure, et vous avez dû trouver, je dirais presque un plan de débrouille pour gérer une situation. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cela? Oui, on a déjà été confronté à beaucoup de situations pareilles, pas une fois, beaucoup de fois d'ailleurs. Il y a des fois, nous avons manqué à récupérer certains enfants à cause de manque de matériel. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un respirateur, un malade qui vous arrive aux urgences en coma, stade 3, stade 4, ou soit qui vous vient avec un Glasgow inférieur à 9, qui doit être intubé et mis sur respirateur. Vous manquez un laryngo, vous manquez des tubes, ou soit dans la structure, il n'y a pas un respirateur qui peut prendre correctement ces malades en charge, nous les perdons. Nous les perdons. Ça, c'est par manque du matériel. Par manque aussi du staff. Peut-être vous êtes devant une équipe qui ne sait pas bien prendre les malades en charge. Vous avez laissé les principes, vous laissez les protocoles, et peut-être vous revenez demain le lendemain, vous trouvez que les protocoles n'ont pas été respectés par rapport à l'assimilation durant la durée. Ce sont des problèmes auxquels nous sommes affrontés des fois quand nous sommes sur le terrain. Et vous réagissez comment? Est-ce que parfois vous arrivez à remaîtriser la situation vraiment sur le tas, je dirais, ou c'est trop tard? La réaction, Oui. Quand vous êtes confronté à une situation justement où, comme vous disiez, vous avez un matériel qui est en panne ou qui ne marche pas, et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous arrivez à trouver, je veux dire, un plan B, un plan de un, débrouille? un plan B, adapter un matériel, utiliser un similaire. Des fois, ça nous arrive. Ça nous arrive d'adapter peut-être le matériel qui n'était pas propre à cette technique. Mmh. On l'adapte, on l'utilise. Ou soit on utilise un similaire à la place des matériels. On s'est dit, bon, comme maintenant là, on ne sait pas mettre ces malades sous BIPAP, bon, on fait quand même l'effort de mettre une canule de Guedel. On les ventile avec un masque à haute concentration pour juste chercher à sauver les malades ou soit à soulager les problèmes que le malade peut avoir. Ça nous arrive de temps en temps. Vous n'avez pas un cathéter central, vous êtes dans un milieu où vous n'avez pas un cathéter central à poser directement dans une grande veine. Là, on se débrouille avec les cathéters périphériques. On prend peut-être une veine jugulaire qui est un peu vaste et on essaie de prendre le malade en charge et lui donner les drogues qu'il faut, lever les chocs. On essaie toujours d'adapter certains matériels, certains dispositifs en cas de manque de matériel approprié. Mais ça nous rend toujours la tâche difficile. Est-ce que vous avez, une histoire d'un patient, qui vous a marqué lors, d'une mission MSV ou peut-être juste une mission qui vous a tenu à cœur et qui vous a impressionné, quelque chose que vous n'oublierez jamais? J'ai beaucoup d'histoires. J'ai beaucoup d'histoires. Avec les médecins sans vacances, j'ai déjà autant d'émissions. Ici, c'est l'émission des urgences et soins intensifs. Avant d'arriver à la mission actuelle, où ça donnait une histoire actuelle, nous avons fait des missions des soins intensifs dans un hôpital général de référence, l'hôpital national pédiatrique de la RDC. Mmh. Là, nous avions trouvé un respirateur qui n'était pas utilisé. Et il y avait les circuits d'oxygène qui posaient encore des petits soucis. Nous sommes arrivés, on devait installer tout ça, monter et montrer comment utiliser aux autres. D'emblée, on a eu un enfant qui nous arrive. Et il était presque mourant, l'enfant, avec un Glasgow moins de 6. On a appelé l'enfant. Et tout ce qui en est suivi, c'est que comme tous les dispositifs n'étaient pas encore bien mis en place, on l'a perdu parce que nous étions à peine 2 jours d'émission. Tout n'était pas encore fait correctement. Nous l'avons perdu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ici à Limé-Kimpé, où nous sommes, on a eu aussi un cas, pas pour longtemps. Une dame, là, c'était aussi peut-être l'erreur de retard qui nous est arrivée, déjà décédée à la cité, mais qui était enceinte pratiquement gestante.
et qu'il y avait encore des mouvements fœto-actifs. Les temps qu'on l'amène, les mouvements étaient déjà presque faibles. Nous avons pu sauver l'enfant. Il fallait bien réanimer l'enfant. Ce qu'on n'a pas pu faire parce que les dispositifs de réanimation des enfants ici, on a pu masser, on a récupéré, mais il fallait intuber cet enfant, le mettre sous respirateur pédiatrique avec des modes pédiatriques, chose qu'on n'a pas pu faire. Et après tout ça, on en sort avec beaucoup de remords et on regrette. On s'est dit on pouvait sauver à cause des matériels. On en a vécu. Une fois, j'ai fait aussi une mission qui n'était pas avec les médecins sans vacances, avec une autre structure, mais les médecins sans vacances sont venus me trouver sur terrain. Nous étions butés, nous tous, à un cas dont il fallait opérer un enfant avec une splénomégalie tropicale sévère. Une splénomégalie tropicale sévère, et là, faute de moyens, l'hôpital ne pouvait pas prendre cet enfant en charge bénévolement, et on l'avait laissé. Il n'était pas décédé, on l'avait laissé. Là où on pouvait faire quelque chose, on l'a pas fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a quand même apporté un peu de joie? Ce qui nous a apporté un peu de joie, c'est que vous laissez quand même des protocoles, vous montrez aux homologues comment utiliser correctement et les matériels et les dispositifs. Au retour de l'évaluation, comme je vous ai dit, vous trouvez que tout était bien fait et que la prise en charge du patient a changé selon les protocoles que nous avons laissés. Donc, le 12 mai prochain, c'est la journée mondiale des infirmiers et des infirmières. Oui. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter à tous les infirmiers et les infirmières. Oui, c'est notre journée. D'abord, c'est notre journée. Nous sommes contents d'avoir cette journée dans le calendrier, un calendrier international. Alors, à tous les infirmiers, je les souhaite d'abord une fructueuse carrière. Je leur demande de chercher aussi à progresser dans la carrière en essayant de se former, de s'informer et de beaucoup lire, d'actualiser les connaissances pour ne pas rester au rez-de-chaussée. D'avoir de l'amour, de travailler avec compassion et empathie, d'accompagner toujours les malades comme la déontologie nous le demande. D'être toujours près des malades, c'est mettre en tête que ces malades sont comme nous, mais c'est seulement qu'ils ont perdu un ou deux de leurs paramètres. Nous devons les accompagner pour les rattraper. Nous devons leur montrer notre amour. Nous devons être près d'eux dans l'accompagnement et surtout avec tout amour. Surtout avoir l'amour du prochain.